Bonjour mes psychophiles! C'est lors de la Marche des Fiertés de 2019 à Amsterdam qu'un événement peu appréciable s'est produit. Tandis que les personnes sur place festoyaient ou manifestaient pour la reconnaissance de leur orientation sexuelle ou de leur genre, un homme rallié au Front de la Libération des Enfants a distribué des flyers avec le hashtag #PédoPride dessus. Ce mouvement dont je viens de vous parler milite pour le droit des pédophiles ainsi qu'être attaché à la communauté LGBT. Évidemment, l'organisation de la Pride hollandaise ne l'a pas entendu de cette oreille et a tout simplement appelé la police. Cependant, cette opinion n'est de loin pas isolée. Ainsi, une étudiante en médecine nommée Myriam Heine a tenu une conférence TEDx dont le titre expliquait que la pédophilie est une orientation sexuelle comme les autres. Dans cette conférence, elle explique à un public très mal à l'aise que la pédophilie est une orientation sexuelle comme les autres et qu'elle ne peut pas être changée. Sans grande surprise, elle s'est fait démonter et sa vidéo a été retirée de la chaîne officielle TEDx. La plupart d'entre vous qui ont regardé cette vidéo se sont probablement déjà dit « No, God! No, God, please, no! No !» Et vous auriez raison. Pour des raisons évidentes de sécurité, je ne vais pas maintenir un mystère plus longtemps autour de la pédophilie. Non, on ne peut pas considérer que c'est une orientation sexuelle comme les autres. Néanmoins, il y a un débat de fond intéressant pour savoir quand est-ce qu'on est face à une orientation sexuelle, un fantasme hors du commun, ou bien carrément face à une maladie mentale. Pour cela, laissez-moi vous introduire au merveilleux monde des paraphilies, juste après le générique. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui sera extrêmement Peggy 18. Néanmoins, je précise qu'il n'y aura aucune image choquante ou dégoûtante. Juste après celle-ci. Comme je vous l'ai dit en intro, il est important de différencier ce qui est original mais pas grave de ce qui pose vraiment problème. Pour qualifier ceci, il y a un terme que je n'ai encore jamais utilisé sur cette chaîne, mais que vous m'entendrez probablement dire à nouveau tant il est courant. C'est le concept du normal au pathologique. C'est le moment où un comportement passe d'une simple variation de la norme à quelque chose de maladif. Pour les plus puritains d'entre vous, tout acte qui n'est pas strictement voué à la reproduction est déviant. A l'inverse, la majorité d'entre vous vont probablement considérer que tout est possible et acceptable, du moment que ça se fait avec le consentement de toutes les personnes présentes. J'aurais tendance à être d'accord sur le principe, néanmoins c'est un avis qui ne tient pas très longtemps face à la complexité de ce qu'on voit. Avant de commencer, je voulais faire avec vous une petite expérience de pensée. Meg et Jake sont deux adultes d'une vingtaine d'années en totale capacité de discernement. Lors d'un voyage, ils décident d'avoir une relation sexuelle. Ils sont tout à fait au clair sur ce qu'ils font et ont déjà décidé que ce ne serait que l'histoire d'un soir. D'ailleurs, ils prennent toutes les dispositions nécessaires en termes de contraception et de MST. Le seul détail qui fâche, c'est que Meg et Jake sont frères et sœurs. Je vous laisse quelques secondes pour digérer la nouvelle. Alors, est-ce que leur relation est problématique ? On reparlera de ça en fin de vidéo. Maintenant, mettons les mains dans une des parties les plus déstabilisantes de l'être humain. Depuis la sortie du DSM-5, c'est un manuel qui regroupe toutes les maladies mentales dont il y aura probablement une vidéo consacrée prochainement. Une différence est faite entre les paraphilies et les troubles paraphiliques. Les paraphilies désignent les attirances ou pratiques sexuelles qui diffèrent de la norme. En soi, ce n'est pas une maladie, ce n'est a priori pas illégal et c'est surtout extrêmement subjectif. Le BDSM est souvent cité comme l'exemple même de la paraphilie. Pourtant, il tend à se démocratiser, notamment à travers certains chefs-d'œuvre du cinéma. D'ailleurs, il y a toute une liste de paraphilies reconnues sur Wikipédia, et je vous propose de vous lire celles qui ont le plus retenu mon attention. La nasophilie, le fétichisme sexuel du nez. La pyrophilie, à ne pas confondre avec la pyromanie, est l'attirance sexuelle pour le feu. Chérie, j'aimerais que tu sois la flamme au milieu de mes nuits. Littéralement. L'agalmatophilie, l'attirance pour les mannequins ou pour les statues. L'autogonistophilie, être derrière la caméra ou en coulisses, très pratique pour les réalisateurs porno. L'enclitophilie, amour pour les femmes criminelles. A l'inverse, pour les troubles paraphiliques, on a des critères bien plus précis. Ceux-ci ont été établis pour répondre à des exigences médico-légales, en gros savoir quoi dire devant un juge, et ils sont relativement récents. Maintenant, on rentre dans le domaine de la maladie mentale et je vais inviter dans cette vidéo la définition de la maladie selon le DSM.
Un trouble mental est un syndrome caractérisé par des perturbations cliniquement significatives dans la cognition, la régulation des émotions ou le comportement d'une personne qui reflète un dysfonctionnement dans des processus psychologiques, biologiques ou développementaux sous-jacents au fonctionnement normal. De manière plus générale, 2 autres critères sont pris en compte. La souffrance subjective ressentie par la personne ou par son entourage et les conditions néfastes sur la vie de l'individu. À partir de là, vous pourrez constater que certaines paraphilies peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la vie de quelqu'un. Oui, pyrophilie, c'est toi que je regarde. Ainsi, une paraphilie n'est pas une maladie mentale en soi. C'est une condition, mais pas la seule. Néanmoins, le DSM-5 rapporte une liste non exhaustive de 7 troubles paraphiliques. Le trouble voyeurisme, le trouble exhibitionnisme, le trouble frotteurisme, le trouble masochisme sexuel, le trouble pédophile, le trouble fétichisme et le trouble transvestisme. Ah, c'est bon, vous essayerez, hein. Elles sont caractérisées par les conséquences négatives sur la personne ou sur autrui. Pourquoi celles-ci plutôt que d'autres? On ne sait pas trop, probablement une question de fréquence. Vous me commencez à me connaître maintenant, et est-ce que c'est vraiment mon genre de remettre en question des choses en psychologie? Totalement. La classification des troubles paraphiliques a reçu énormément de critiques. Dans un premier temps, un de leurs buts était de déstigmatiser les paraphilies simples en mettant une différence avec les troubles paraphiliques. C'est assez raté parce que quand on vous dit que quelqu'un est pédophile ou atteint de troubles pédophiliques, je doute que ça fasse une extrême différence pour vous. De plus, d'autres auteurs ont beaucoup critiqué des diagnostics qu'ils trouvent ambigus avec énormément de zones d'ombre. Schindel et Meuser diront même « Ces diagnostics ont des effets négatifs importants, n'ont pas d'effets positifs clairs et n'ont aucune utilité établie dans la prise en charge des patients. » Et la résistance à la suppression des troubles paraphiliques du manuel est ahurissante. Si vous voulez en savoir plus sur les critiques plus techniques faites au manuel, je vous recommande cet article sur lequel je me suis beaucoup inspirée pour cette vidéo. Et de manière générale, les sources sont comme toujours en description. La notion de consentement et de souffrance est elle aussi analysée. Par exemple, la pédophilie dont je vous parlais en intro pose un évident problème de consentement. Les défenseurs de la cause pédophile clament haut et fort que si on s'y prend bien, l'expérience peut profiter à tout le monde. C'est le cas notamment de Gabriel Matzef, qui racontait bien volontiers les histoires qu'il avait avec de très jeunes femmes. Histoire d'ailleurs qui provoquait l'admiration du monde littéraire. De gloire a cessé de sonner lorsque Vanessa Springmora, une de ses jeunes maîtresses, raconte dans son livre Le consentement les répercussions que cette relation a eues sur sa vie. Du côté de la science, même s'il est très faux de dire que 100% des enfants sont traumatisés à vie après un abus sexuel, il y a un consensus très clair autour du fait que ce n'est jamais bon pour eux. Et je rappelle encore une fois dans cette vidéo qu'un enfant n'a pas un développement intellectuel suffisamment élaboré pour exprimer du consentement. Dire si la pédophilie est une orientation sexuelle n'est pas simple, parce que ça demanderait avant tout pouvoir définir ce qu'est une orientation sexuelle. Et cette définition varie selon le point de vue psychologique, biologique ou social. Néanmoins, une relation qui se base sur le fait de détruire un des individus, je pense qu'on peut pouvoir dire sans trop s'avancer que ce n'est pas une relation saine. Et donc on tombe dans le pathologique. Dans la même idée, est-ce qu'on peut vraiment laisser des personnes avoir des comportements extrêmement dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui sous prétexte que le consentement est là? C'est l'heure de revenir à Meg et Jake dont je vous parlais en début de vidéo. Ce dilemme nous met extrêmement mal à l'aise parce qu'il ne nous met pas face à des lois juridiques claires, mais à des lois morales. Ces dernières se construisent sur des intuitions qui nous viennent de nos expériences de vie ou bien de ce qu'on nous a appris. Elles sont moins solides que les lois juridiques et sont à même de changer d'une personne à l'autre, voire d'une époque à l'autre. Est-ce que ce qu'ils font est mal? D'un point de vue juridique en tout cas pas. De plus, personne ne souffre dans cette histoire et ça n'aura pas de répercussions sur leur vie. Est-ce que c'est moral pour autant? Ça, c'est à vous de décider avec vous-même. Un des points principaux que je voulais vous amener dans cette vidéo est que les lois morales changent beaucoup au fil du temps. À titre d'exemple, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale que depuis les années 80. Ah ça va, hein, c'est que 10 ans après le droit de vote des femmes en Suisse. Hein. L'homosexualité c'est délicat parce qu'il y a statistiquement plus de suicides et de dépressions chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Mais cette souffrance n'est pas liée à l'homosexualité en soi, elle est liée au rejet par l'entourage et par la société de manière générale. C'est cet argument qui l'a fait ressortir du DSM-4. Ce qui était considéré comme étrange ou pathologique il y a 10, 100 ou 1000 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. L'inverse est aussi vrai, nous condamnons aujourd'hui des comportements qui seront peut-être banals dans le futur. Par contre, le système de classification que nous utilisons actuellement est régulièrement attaqué pour être peu efficace, voire moralisateur.
Depuis la révolution sexuelle, nous avons beaucoup plus de liberté. Liberté de pouvoir coucher avec qui on veut, comme on veut. Ce sont, à mon sens, de belles avancées qui nous permettent de vivre comme nous sommes. Néanmoins, ces libertés s'accompagnent de responsabilités. Responsabilité de savoir ce que nous acceptons et de ce que nous n'acceptons pas. Aujourd'hui, on essaye maladroitement de poser des diagnostics, mais ils sont loin d'être aussi concluants que ce qu'on espérait. Est-ce qu'il faut pour autant totalement abandonner les diagnostics sur les paraphilies? Peut-être, peut-être pas. Ne regardez pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, à terme, il faudra réussir à poser des limites, aussi difficiles soient-elles à trouver, et accepter le fait qu'elles ne cesseront de bouger au fil du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y a genre 1 milliard de trucs que j'avais envie de dire, et tellement d'autres points où j'aurais voulu m'attarder, mais voilà, malheureusement, le but d'une vidéo, c'est aussi parfois de synthétiser. S'il y a des points qui vous ont beaucoup intéressé et vous voudrez bien me revoir faire une vidéo précisément sur ce point-là, ce serait clairement un plaisir. Vous en doutez probablement. Mais YouTube, qui est assez puritain, ne va probablement pas mettre cette vidéo très en avant. Alors si elle vous a plu, partagez-la. Je vous encourage fortement à vous abonner, à mettre un pouce bleu, mettre en commentaire si vous voulez approfondir la discussion. J'ai également une chaîne Tipeee sur laquelle je fonde beaucoup d'espoir pour avoir du meilleur matériel. Je me réjouis de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Des gros becs et à tout bientôt!